L'Assemblée générale de l'ONU s'est achevée il y a un mois de ça, un peu plus d'un mois. Et beaucoup ont vu et ont entendu des discours brutalement honnêtes, des discours qui donnent des frissons, le genre de discours que beaucoup d'entre nous même, on n'espérait pas entendre de notre vivant. Mais certains États africains ont eu le courage de faire ce discours-là. Donc ça, ce sera une compilation des meilleurs discours que les États africains ou les représentants d'États africains aient donnés durant cette Assemblée générale. Accrochez-vous, parce que vous aurez des frissons. Lorsque certains États, du haut de leur puissance politique, économique et militaire, agitent en permanence la diplomatie coercitive ou instrumentalisent les institutions financières internationales aux fins d'imposer des blocus économiques, financiers et commerciaux contre les pays rendus pauvres par l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme. En effet, le 29 juillet 2023, le peuple centrafricain a appris avec une grande désolation la reconduction de l'embargo sur les armes, modifié par des rapports et exposé des motifs tronqués, avec une fallacieuse dérogation pour les forces de sécurité nationale. La République centrafricaine dénonce à la face du monde cette cynique décision qui trahit l'intention inavouée des membres du Conseil qui l'ont votée d'instrumentaliser les régimes de sanctions à des fins de pression politique sous l'égide de l'ONU. Troisièmement, en plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir, ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Vous parlez de défense des droits humains à cette tribune de l'ONU. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, ce tableau peu reluisant de cette communauté internationale, caractérisée par la non-assistance à États en proie au terrorisme, l'hypocrisie internationale, la suprématie de quelques puissances au sein de l'ONU, la complicité au pillage de l'Afrique, etc., ne commande-t-il pas la traduction de cette communauté internationale devant la Cour pénale internationale? En un mot, notre sécurité sera assurée par nous-mêmes en priorité et non par quelqu'un d'autre. Sur la question de la présence de Wagner au Burkina Faso, chantée par une certaine presse téléguidée depuis l'Élysée, je répondrai ceci. Oui, Monsieur le Président, c'est nous les Wagner du Burkina Faso. Oui, ces braves forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie sont les Wagner du Burkina Faso. Par conséquent, du haut de cette tribune de l'ONU, je magnifie le sacrifice de tout patriote au nom de l'intérêt national. Je salue vivement la mémoire de tous ceux qui sont tombés les armes à la main et magnifie le courage et l'intégrité de ceux qui sont toujours en vie et foncent inexorablement et de façon sacrificielle vers la victoire de notre peuple et la sauvegarde de notre patrie. Au lieu de nous aider à arrêter cette saignée humaine, ce sont des accusations fallacieuses, des mensonges éhontés d'État, englobés dans une diplomatie d'hypocrisie et des menaces voilées pour nous indiquer des partenaires à fréquenter et des conduites à tenir. Nous disons non. Au nom de la même charte des Nations Unies et du droit international que vous évoquez tous et toutes ici à cette tribune, les peuples africains en général et sahéliens en particulier sont résolument engagés à assumer absolument et pleinement leur émancipation totale. Nous devons investir plus dans la paix que nous n'investissons dans la guerre. Si les protagonistes des différents conflits dans le monde nous écoutent, je voudrais leur dire que la guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Emmanuel Kant
ce grand philosophe des Lumières disait « Si les décideurs de la guerre pouvaient envoyer leurs propres enfants au front, jamais il y aurait la guerre. » Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Si vous, les Occidentaux, vous aimez tant les Sahéliens pour y amener vos militaires, mourir au nom de la démocratie, de la liberté, des droits humains et de la paix, pourquoi tout le continent africain, qui compte 1,3 milliard d'habitants, dont le deuxième continent le plus peuplé, avec 30 415 873 km² et 54 États, n'a aucun siège permanent au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto? N'est-ce pas là, au-delà d'un crime d'État, un crime onusien? Donc, halte aux mensonges diplomatiques grossiers consistant à dire que ces puissances impérialistes viennent au Sahel pour défendre la démocratie et des droits humains. Parlant de droits humains, je vous rappelle que la première charte au monde sur cette question de droits humains de l'homme est bien celle de Kouroukan-Fougan de 1236 au Mandé actuel Mali. De ce fait que les moralisateurs expansionnistes gardent leur rhétorique de respect des droits humains à géométrie variable pour leurs terroristes qu'ils encadrent. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Malgré ces difficultés, ou mieux, en raison de ces difficultés, le gouvernement de la République du Mali est plus que jamais déterminé à exercer sa souveraineté, asseoir son autorité, toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. Aux attaques obscurantistes, l'offensive des forces de défense et de sécurité se poursuivra et la riposte sera immédiate et ferme. Ainsi, sur les sorties hasardeuses, condescendantes et malheureuses du président de la République française Emmanuel Macron, et qui frise souvent le ridicule, tout en se glorifiant d'une hypothétique condescendance sur les peuples africains, je m'impose le devoir de lui faire un petit cours d'histoire sur sa propre histoire. Voilà pourquoi les salles de classe sont faites pour que les enfants apprennent les cours et grandissent bien, que de s'adonner à autre chose, au risque de se perdre à jamais. Mais pour commencer, je précise qu'aucun peuple africain ne s'est opposé au peuple français. Il n'y a pas donc de sentiment anti-français en Afrique,
Il n'y en aura jamais du fait de notre légendaire hospitalité et amour du prochain. Il n'y a que les peuples africains refusent la condescendance, l'arrogance, l'insolence, la suffisance, le paternalisme, le pillage de ses ressources et le crime organisé. En effet, pour votre mémoire, M. Emmanuel Macron, d'abord, je rappelle l'appel à travers la BBC en Angleterre le 14 juin 1940, lancé par votre propre grand-père, le général de Gaulle, à l'endroit de l'Afrique pour venir sauver la France des griffes des nazis. Comme rappel, nous avons 17 000 Maliens morts pendant les 2 guerres mondiales, d'une dette de sang que la France semble avoir occultée. S'ils le veulent, qu'ils aillent dans le livre, confère livre de Bakary Kamian, professeur agrégé de l'université Sorbonne. J'ajoute dans ce même document, à la page 344, au tableau 21, les vétérans soudanais des 2 guerres. Il en résume un total du Burkina Faso, du Mali et du Niger à 82 208 combattants qui sont tombés. Et au niveau de l'Afrique occidentale française, il y a eu 154 519 combattants mobilisés, qu'ils se confèrent donc aux sources Henri Léger, rapport de fin de mission en AOF Dakar, le 13 juin 1950, archives du Sénégal, code 4 D 68, acte parenthèse 89, voire annexe 5. Ensuite, le 17 novembre 1986, François Mitterrand, président français d'alors, en réponse au capitaine Thomas Sankara, disait ceci, je cite, « L'Afrique a été pillée. J'ai parlé de matières premières. J'aurais dû parler des hommes. Pendant des siècles, on vous a exploité humainement. On a volé vos hommes, vos femmes, vos enfants. On s'est servi de vous. Je comprends votre refus, votre révolte, et j'approuve votre combat. Vous avez raison de refuser d'être un continent sacrifié. Le moment est venu où vous devez vous-même développer vos économies à partir de ces biens et de ces hommes. Et le devoir de ces pays qui ont profité abusivement du travail africain, c'est de restituer à l'Afrique une part de ce qui a été pris au travers des siècles derniers. » Fin de citation. Effectivement, l'Afrique a toujours été vachement pillée, mais elle reste riche en hommes, en valeur et en richesse minière. Pour preuve, parlant de ces ressources minières, l'Afrique, c'est 30% des ressources minérales mondiales, 40% des réserves d'or, 33% des réserves de diamants, 80% des réserves de coltan, 60% des réserves de cobalt, 55% des réserves en uranium, etc. C'est pour la défense ferme de cette Afrique que la jeunesse africaine est plus que jamais debout. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km². Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon, qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie, qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que, justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. J'ai mieux mesuré à quel point ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres et une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux à qui on a souvent accordé des certificats de démocrates et en fonction de leur docilité ou de leur aptitude à brader les ressources et les biens de leur peuple, ou encore de leur facilité à céder aux pseudo-recommandations
et injonctions des grandes puissances. Je dois d'ailleurs, dans ce sens, confesser que tout ce à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. C'est eux qui en offrent très discrètement et sournoisement redoublent de pression pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats léonins. Je comprends certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs, qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression, ou parce qu'ils traînent des casseroles, ou surtout parce qu'ils avaient des agendas politiques, ont cédé à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique, je le répète. Il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2 000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique. L'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée. Le Fonds monétaire international, FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier. L'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la Covid-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels, avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatouillage constitutionnel et à la fabrication de l'armée à la tête de nos États africains,
Même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut.